vous remercie de prendre part à cette table ronde numéro 2, donc qui s'inscrit, vous savez, dans l'événement monté par le pôle d'excellence cyber, organisateur du salon, donc tout ça est très logique. Voilà, pôle d'excellence cyber qui, comme vous le savez, a souhaité étendre ses réflexions au-delà du monde finalement strictement cyber pour aller aussi vers le monde de lutte contre les manipulations de l'information et puis finalement ce qu'on appelle un peu grossièrement la lutte informationnelle. Voilà, la lutte informationnelle, bon, aujourd'hui tout le monde connaît le sujet, puis de plus en plus de gens le connaissent puisqu'on en parle quasiment tous les jours, mais souvenez-vous, finalement, il y a 6 mois, il y a 1 an, c'était finalement un sujet qui était assez peu abordé. Et puis, compte tenu de tous les événements dramatiques des relations internationales de ces derniers mois, tout ça prend une ampleur assez considérable. Donc, du coup, si vous voulez, après cette première partie où Madame Lézé d'Airbus nous a fait réfléchir finalement à quels sont les enseignements qu'on peut tirer de l'ouvrage rédigé par le pôle d'excellence cyber sur la lutte contre les manipulations de l'information, que je vous recommande d'ailleurs, qui est en téléchargement gratuit sur le site du pôle d'excellence cyber. La première partie, c'était quels enseignements, globalement dans tous les domaines, peut-on tirer de cet ouvrage. Finalement, c'est les 1 an après. Cette deuxième table ronde, on a voulu l'articuler en se disant, qui est un sujet d'intérêt là aussi commun, c'est quel impact pour nos démocraties occidentales? Parce que finalement, sur ce sujet de l'information, on est tous un peu contraints entre comment protéger les gens qui s'informent, c'est-à-dire finalement rendre plus lisible un certain nombre d'objectifs derrière des informations qu'on diffuse, et puis aussi respecter vraiment les libertés individuelles qui sont le cœur du monde occidental. Alors pour réfléchir à ces sujets, finalement, on a choisi 3 personnalités assez distinctes, finalement. Tout d'abord, le lieutenant-colonel Benoît, lieutenant-colonel Benoît que je vais laisser se présenter, Inès ensuite et David qui vont se présenter tous les 3 pour dire un peu finalement quel est leur parcours, d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter à cette conférence. Moi, plus modestement, j'ai fait 40 ans dans les armées françaises, voilà, et puis au bout de 40 ans, il faut continuer à faire quelque chose, sinon on vieillit prématurément. Et donc Soprasteria a bien voulu m'intégrer dans ses rangs, ce dont je lui suis redevable tous les jours. Voilà. Benoît. Bonjour, donc je suis lieutenant-colonel Benoît. J'exerce des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la lutte informatique d'influence depuis 5 ans maintenant. Évidemment, ma carrière militaire n'a pas été marquée par ces opérations-là dès le début, puisqu'au début, je commandais des chars, c'est une autre façon de faire d'influence. Et ensuite, assez rapidement, j'ai bifurqué vers les métiers à la fois du renseignement, de l'influence et du cyber. Voilà le combo dans lequel nous nous retrouvons ici ce matin. Bonjour, et moi je suis étudiante en double cursus en informatique à l'INSA de Rennes, ainsi qu'à Sciences Po Rennes, en parcours management des risques. Et je suis également cadette de la cyber, donc un programme visant à valoriser les métiers de la cyber auprès des jeunes femmes. Et David Olivier, donc moi je suis ingénieur et j'ai en charge dans une société privée Soprasteria de traiter, de construire des capacités dans le domaine notamment de la lutte informationnelle. Voilà, donc avant de rejoindre nos conférenciers, finalement si on réfléchit un peu, la manipulation de l'information, c'est un peu vieux comme le monde quand même. Enfin, ce n'est pas très original de dire que finalement, face à une cible donnée, l'information qu'on va lui donner, on va la pervertir de manière à ce que cette population, soit elle adhère de façon un peu inconsciente à nos thèses, soit elle critique son propre gouvernement pour le fragiliser. Et puis simultanément, il s'agit aussi, via ces informations qui peuvent être un peu tronquées, de faire adhérer mes propres soutiens à ma cause. Et si vous réfléchissez à tout ce qui se passe en matière de RI tragique en ce moment, que ce soit la guerre en Terre Sainte ou la guerre en Ukraine, vous vous apercevez qu'en gros, il se passe quand même à peu près ça. C'est ça l'objectif. Donc, ce n'est pas très nouveau. Mais souvenez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, finalement, on larguait des tracts. Souvenez-vous de la guerre froide, pour ceux qui l'ont connue. Il y avait Voice of America qui agissait face aux démocraties dites populaires de l'Est. Donc, finalement, ce n'est pas si nouveau que ça. La réalité, c'est qu'en fait, les flux Internet, les routes de l'Internet et la montée en puissance des réseaux sociaux, ça permet finalement, de façon assez simple, parce que c'est ce que vont un peu nous expliquer nos conférenciers, c'est finalement pas si compliqué, ça permet quand même, avec un minimum d'investissement, d'avoir un maximum d'impact, ce qui est quand même, pour un effet qui soit diplomatique, militaire ou tout ce qu'on veut, c'est quand même extrêmement rentable. Donc, pour nos vieux pays d'Occident, qui sont
finalement réputés et qui fondent finalement leur existence sur les libertés individuelles et la liberté de s'exprimer. C'est quand même des enjeux qui sont considérables. Et donc c'est ce sujet-là qu'on va essayer d'évoquer. Alors le lieutenant-colonel Benoît va nous éclairer un peu sur ces sujets avec la vision un peu militaire, parce que là aussi, quand on regarde nos informations, on s'aperçoit qu'une des populations touchées, ce n'est pas les seules, mais les militaires en opération ont été, depuis quelques années déjà, particulièrement concernés par ces attaques informationnelles. Donc je pense que ça illustre bien ce qui peut faire du mal à nos démocraties, le mal qu'on fait à nos militaires en opération. Benoît, si vous voulez bien. Merci, mon général. Donc, on va faire une petite rétrospective. Nous sommes en août dernier, donc c'est assez récent. Et on va se plonger dans une opération d'information pour voir un peu de quoi on parle, pour commencer. Donc on est en août, il y a une crise au Niger et un ordre d'opération, un document qui donne des ordres aux unités subordonnées pour monter une manœuvre. Un ordre d'opération est divulgué sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'opération Phoenix. Donc c'est une opération dans laquelle la France essayait de déstabiliser le Niger en s'appuyant sur des groupes armés terroristes pour semer le chaos et profiter de ce chaos pour établir son empire et rétablir une forme de pouvoir obscur sur le Niger. Dans cet ordre, donc, plusieurs unités sont concernées. Il décrit toute la manœuvre, tous les ordres qui sont donnés, etc. Vous avez compris, évidemment, que cet ordre, c'est un fake complètement grossier. Ce que nous en retenons, la première chose, c'est que si on parle des défis posés, alors là, le défi, il n'est pas du tout technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deepfake. Le faux, il est absolument grossier. N'importe quel militaire avec un minimum d'expérience voit très bien que c'est un faux. Les estampilles de sécurité sur le document, les mentions de manipulation sont grossières. Ce document a la délicatesse de faire revivre un régiment qui avait été dissous il y a quelques dizaines d'années. Donc voilà. Donc il y a plein d'erreurs comme ça qui sont absolument grossières, mais l'ossature du document a une petite part, est empruntée à des ossatures de documents qui auraient pu être réels dans d'autres circonstances. Donc le fait qu'il y ait grossier, le défi, là, n'est pas technique. Et ça, c'est la première chose que je retiens, c'est que, oui, on peut générer du texte, on peut imiter le style d'un auteur, on peut faire dire à un visage quelque chose qu'il n'a pas dit, mais on n'a jamais été aussi fort aussi pour détecter ce type de fake news. On n'a jamais été aussi fort avec les outils techniques pour détecter les deepfakes, etc. Dans cette course-là, j'ai plutôt le sentiment qu'on pourrait avoir l'avantage. Et donc le défi, où est-il? Alors déjà, c'est un défi. C'est un défi, et si je porte l'uniforme, et si je suis militaire, et si j'en parle, c'est que c'est un défi militaire. C'est qu'il y a quelque chose qui marche quand même. Il active des biais, il active un déjà là, il permet de mobiliser des acteurs militaires hostiles, et puis pour essayer de contraindre la liberté de manœuvre de nos forces. Donc c'est un défi qui est militaire, ce n'est pas seulement une offense faite à notre cerveau et à la vérité d'une manière générale, c'est aussi une menace pour des manœuvres très concrètes. C'est la raison pour laquelle le ministère des Armées s'en empare, et au premier rang, bien sûr, le ComCyber, puisque nous sommes dans une logique de milieu. Donc c'est un défi militaire, et ce défi-là, eh bien, il est assez complexe, parce qu'il y a le contenu, celui que l'on voit, qui est imprimé sur notre smartphone. Ça, c'est la partie la plus évidente. On peut essayer de détecter s'il y a un faux, si l'image a été utilisée dans d'autres contextes, et des choses comme ça. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est la façon dont cette image est arrivée sur notre smartphone. Les moyens de la dissémination. Comment l'algorithmie des plateformes a été utilisée, a été instrumentalisée, opérationnalisée pour disséminer ça. Là, on arrive sur quelque chose, pour le coup, d'un peu plus technique. Et enfin, derrière, il y a l'acteur qui voulait, qui avait l'intention de contrecarrer une manœuvre militaire. Cet acteur qui peut être un service de renseignement d'une grande puissance, compétiteur stratégique qui utilise habituellement les fake news. Voilà. Et donc là, on a le triptyque des acteurs, des comportements, des contenus qui nous permettent de caractériser des menaces informationnelles d'un point de vue global. Et on se rend compte qu'on ne restreint pas le problème juste à la détection des fake news. Ça, quand on a adressé ça, techniquement, c'est intéressant, c'est un vrai challenge, on a besoin d'aide, mais on n'a pas adressé tout le problème.
Donc ce problème-là, il est bien pris en compte. Maintenant, on sait que c'est un problème. Alors forcément, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau problème qui apparaît, il peut y avoir aussi la tentation du charlatanisme. En d'autres temps, on nous a proposé de la déradicalisation, comme aujourd'hui, on pourrait nous proposer de la démanipulation. Voilà, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de chimère. Il n'existe pas d'outil tout fait qui permet de détecter, caractériser, contrer intégralement les fake news. Dans le cadre des opérations militaires, tant ces fake news peuvent s'inspirer de fractures qui existent déjà dans la société, qui sont très profondes, qui dépassent largement cette surface technique. Donc, pas de charlatanisme. En revanche, une réponse globale qui s'appuie sur différents outils techniques, oui, ça, on en a besoin. Et pour conclure, alors, je dirais ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un ministère de la vérité. On en a déjà parlé lors de la première table ronde. Ça, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Pas avec notre société. Pas dans notre système. Donc moi, je sers dans les armées françaises. Je n'ai pas vocation, je n'ai pas signé pour être un ministère de la vérité. On ne s'appellerait pas la France. On n'est pas un ministère de la vérité. En revanche, on peut constater que ce qui marche très bien, ça peut être parfois des efforts de transparence. Alors c'est très compliqué parce que vous savez qu'il y a le secret des opérations, le secret des sources, le secret des... Enfin voilà, on s'entoure de protection pour nos opérations. C'est nécessaire, c'est même vital. Mais on peut avoir besoin d'utiliser la transparence. Et là, ça marche bien. Lorsque des Russes d'une société militaire privée vont ensevelir des cadavres pour faire croire à un charnier mis en place par des Français à Gossi lors de la rétrocession d'une emprise militaire aux forces armées maliennes. Le fait d'avoir été complètement transparent sur cette affaire-là, d'avoir pu divulguer les informations captées, d'avoir pu monter, d'avoir pu exposer ce que l'ennemi cherchait à cacher, ça a été redoutablement efficace. Donc déjà donner à voir ce que l'ennemi cherche à cacher, c'est déjà une façon de répondre au problème. Donc pas de ministère de la vérité, mais peut-être plutôt des actions de transparence. Alors évidemment, je suis passé par la communauté du renseignement, je suis un peu monté à l'envers, c'est-à-dire que moi je prends du renseignement pour en faire des informations, là où normalement un officier de renseignement fait l'inverse, il prend des informations pour en faire du renseignement. Ensuite, ce qu'on n'est pas, c'est évidemment des fermatrolles. Le but, c'est de ne pas devenir ce que font les Russes. Ça serait complètement délétère. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner dans notre société. Donc pas de fermatrolles. En revanche, on a des forces dans notre société, mais qui viennent pas que de la communauté des armées, qui viennent de la société civile. Alors on a une partie dans cette salle, avec des partenaires industriels, avec une partie de la recherche, l'enseignement supérieur, avec des associations, des gens qui œuvrent à l'éducation aux médias et à l'information. Tout ça, ce sont des outils, peut-être pas forcément des armes, mais ce sont au moins des outils qui nous permettent aussi de répondre un peu plus globalement aux problèmes. Merci, cher Benoît, pour ce tour d'horizon. Très bien. Donc, vous voyez, c'était intéressant parce que ça nous permet quand même de voir comment nos militaires sont souvent nos éclaireurs, en fait, et comment, finalement, confrontés à un certain nombre de difficultés, ça rejaillit en positif sur l'ensemble de la société, parce que, finalement, une armée, ça sert aussi à ça. Ça sert à aller au contact, prendre des coups quelquefois, et venir ensuite protéger une population, ce qui est sa mission première, en réalité. Et c'est aussi vrai sur ce sujet maîtrise de l'information. Merci, Benoît. Chère Inès, vue de la jeunesse, ce qui est toujours un point de vue à la fois, non pas radical, mais un point de vue finalement toujours assez clair. Comment est-ce que vous percevez, vous, toutes ces affaires de manipulation, alors que finalement, les premiers concernés par les réseaux sociaux, même si on reste tous jeunes d'esprit, c'est quand même vous. Moi, je les avais qualifiés des chaînons numériques de la jeunesse, finalement, tous ces réseaux sociaux, tant et si bien que vous les utilisez beaucoup, mais nous aussi. Est-ce que vous pensez finalement que ces réseaux sociaux, vu de votre regard, ça permet quand même la réflexion, le discernement, ou est-ce que vraiment, c'est un peu des ennemis de la démocratie, finalement, un peu brutalement? Je pense que c'est une réponse un peu entre les deux. Il ne vous a pas échappé que l'influence numérique passe principalement par les réseaux sociaux et c'est un terrain dans lequel les jeunes sont
très présent, évidemment. Les jeunes d'aujourd'hui naissent systématiquement, presque, avec un téléphone dans les mains. On parle de fracture numérique entre ceux qui sont nés avec ces technologies et ceux qui sont nés avant. Et on pourrait penser qu'en ayant grandi avec tous ces écrans, les jeunes sauraient instinctivement utiliser ces outils numériques, contrer les influences et repérer les fake news. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Grandir avec Internet ne nous rend pas plus immunisés contre ces vices, évidemment, surtout sur l'influence. Hein, on est tous un peu victimes de ça, mais particulièrement les jeunes aussi. J'avais par exemple en tête cette étude de l'INSEE qui disait que 18% des jeunes de 15 à 30 ans ont des compétences numériques limitées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était sur la recherche d'informations, savoir rechercher des informations, savoir communiquer en ligne ou simplement l'usage de logiciels. Donc, au final, les plus jeunes font aussi l'objet d'une certaine naïveté, hein, forcément. Et puis, le danger démarre immédiatement quand on se met à parler à un inconnu sur Internet. On peut aussi trop vite faire confiance aux informations qu'on aurait lues. Mais évidemment, les personnes les plus âgées aussi sont victimes de ça, mais moi je parle du point de vue des jeunes, effectivement. Alors, à titre personnel, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été vraiment sensibilisée à ces enjeux. Le gouvernement a mis en place depuis quelques années déjà le PIX, qui est une plateforme d'auto-formation rendue obligatoire dès le collège. Donc j'ai passé cette certification, mais est-ce que c'est suffisant ? Voilà, c'est la question que je pose. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une certaine maturité pour utiliser ces outils et pour avoir un esprit critique face aux informations. Et est-ce que quand on est un enfant avec tout de suite un téléphone dans les mains, est-ce qu'on a cette maturité-là ? Forcément, c'est une question aussi. Et je pose une question assez ouverte, mais comment les États pourraient agir en fait sur ces GAFAM pour les réguler, les encadrer, et puis surtout, comment nous, en tant qu'individus, on pourrait réagir utilement face à tout ça. Et avec tout ça, je me pose la question de la professionnalisation du citoyen vis-à-vis de l'outil numérique. Je pense par exemple à la recherche en source ouverte où on voit des communautés d'OSINT qui se professionnalisent. Par exemple, on avait le site d'investigation Bellingcat qui a permis de révéler la responsabilité du FSB dans la tentative d'empoisonnement de Navalny en 2020. Donc on voit que les communautés se spécialisent, le citoyen se met lui-même à essayer de chercher est-ce que ce sont des fake news ou pas. Est-ce que l'avenir, c'est donc une responsabilisation et une professionnalisation des citoyens sur ce sujet ? Et puis je voulais parler aussi de l'évolution des menaces de manière assez générale, en revenant sur, par exemple, l'influence de Daesh à ses débuts et de comparer à la Russie aujourd'hui. Lorsqu'Internet s'est vraiment démocratisé, quand Daesh est arrivé, il a vraiment pris possession de l'espace numérique. Il a pu diffuser sa propagande au travers de vecteurs initiaux comme Twitter et Facebook. Et quand on regarde le développement de l'État russe aujourd'hui et ses moyens d'influencer, on change complètement d'échelle. Donc par rapport à il y a quelques années. On l'a dit, des véritables campagnes de trolls sur les réseaux sociaux, quand à l'époque, Daesh n'en avait ni les moyens ni les capacités. C'est vraiment un changement de paradigme que j'aimerais observer. Alors du coup, si je puis me permettre, Benoît David, est-ce que vous voulez réagir un peu à ce que nous a annoncé Inès ? Oui, j'aurais peut-être une petite réaction sur effectivement les ressorts de la communauté OSINT. Alors, on a mené une petite opération, nous, au sein de la communauté militaire,
avec un capture de flag consacré à la lutte contre la manipulation d'informations. On s'était dit que ça allait toucher quand même très peu de gens. Il y a eu très peu de communication puisque ça restait interne au ministère et puis dans la population militaire. Et puis c'était pas un sujet classique pour un CTF. Puisqu'il était cantonné à la lutte contre la manipulation d'informations. Et on a eu à peu près 1600 personnes qui ont participé au CTF, ce qui est énorme. Ce qui est énorme compte tenu de la communication qui a été faite au préalable. D'ailleurs, je crois que les finalistes seront mis à l'honneur par le ComCyber cet après-midi, je crois, ici. Voilà, donc il y a des ressorts. Et effectivement, il y a une population qui est intéressée, qui a du talent et qui mérite juste d'être identifiée. Mais en tout cas, il y a toute une partie de cette population qui a très envie d'agir et ça, on s'en rend bien compte actuellement. David, avant que tu prennes la parole sur l'œil de l'ingénieur, peut-être la réaction à l'élan de la jeunesse. Oui, merci Inès là, pour tes réflexions. On voit bien, et tu parlais du fait on est tous, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dépourvus face à la quantité d'informations qu'on a autour de nous. On fait face à une masse inédite d'informations qui est disponible, voire qui nous est imposée. Et cette masse d'informations, elle contient aussi en elle-même une forte concurrence des points de vue, sans filtre. Aujourd'hui, on peut avoir un tweet publié par un professeur de l'Académie nationale de médecine qui est réfuté quelques secondes plus tard par un inconnu qui n'a strictement aucune compétence dans le domaine de la médecine. Et pourtant, le monde entier voit cette information et cette non-information, quand bien même on peut se dire qu'une a plus de valeur que l'autre, il n'empêche qu'on est confronté à cette somme d'informations globalement. Et on fait face à une vraie saturation, une saturation de nos capacités cognitives, une saturation, une dérégulation du marché de l'information, et qui met à mal tout simplement notre vigilance intellectuelle qui nous rend globalement plus perméables aux fausses informations. Et étudier, alors je ne suis absolument pas médecin ou psychosociologue, mais étudier les mécanismes qui nous rendent, qui font qu'on perd cette vigilance intellectuelle qu'on cherche à retrouver via d'autres mécanismes, notamment en faisant confiance à des influenceurs ou à des gens. Voilà. Je pense que c'est un des points clés, comprendre ces mécanismes-là, et donc faire confiance au monde académique pour nous aider à comprendre ces mécanismes-là, c'est un des points clés de la lutte, comme tu le disais. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que cet aspect, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les sachants de cette partie un peu médicale, psychosociale, etc., pour mieux comprendre, mieux appréhender, mieux réagir. Je pense que c'est un chemin critique. Alors, cher David, vous avez à la fois le regard de l'ingénieur, la sagesse du manager expérimenté et une compétence cyber précieuse. Est-ce que la France, c'est quand même une puissance technologique de premier rang? Enfin, on ne le dit quand même pas assez. On est quand même assez fort. On peut le redire dans ce genre d'enceinte. Est-ce que vous pensez quand même que cette puissance un peu technologique, intellectuelle, associée à la qualité de notre enseignement, elle peut nous permettre de faire face dans des bonnes conditions ou dans les conditions les moins médiocres possibles, au moins dans un premier temps, à cette espèce de marée qui porte quand même en elle une menace de fracture de nos démocraties qui est très importante, puisque la plus grande de notre force, c'est aussi notre vulnérabilité principale, c'est la liberté d'expression de chacun. Qu'est-ce que vous, si vous mettez en verso nos capacités techno, comment est-ce que vous évaluez un peu ça? Donc c'est une excellente question. Je ne vais pas commencer par les capacités technologiques, parce que, et comme le disait le colonel Benoît tout à l'heure, c'est pas une histoire, ou c'est pas que une histoire de technique, d'outils ou d'ingénierie. Ce serait une erreur que de dire c'est la technologie qui va nous sortir de tout ça. Et Inès a expliqué aussi en partie pourquoi. Donc si on revient finalement, qu'est-ce qui pose problème? On l'abordait un petit peu tout à l'heure en disant que on a ces réalités parallèles qui se créent, notamment sur les réseaux, et qui se créent au détriment de l'espace commun, donc au détriment de nos cercles de proximité, qui nous permettent normalement de prendre une certaine hauteur de vue ou de confronter des points de vue, vérifier des points de vue, discuter sur différents sujets. Cette masse d'informations qu'on évoquait, finalement, prend le dessus et au détriment de cet espace commun. Cet espace commun de
d'expression, de débat, c'est ce qu'on appelle la vie démocratique. Donc ça remplace notre vie démocratique, cette source d'information. Et donc, on cherche à agir contre, et c'est ce que vous disiez, mon général. Lutter contre, c'est aussi le risque de porter atteinte aux valeurs essentielles de notre démocratie. C'est aussi prendre le risque de porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté d'information. Et donc, dire qu'on va utiliser des outils pour empêcher certains... on est vraiment à la limite et il faut faire très attention. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire voilà, à quoi peut nous servir la technologie. J'ai essayé de se donner un objectif qui ne va pas à l'encontre des valeurs de notre démocratie et qui va dans le sens justement de cette démocratie. Donc c'est comment la technologie peut nous aider à limiter la propagation de contenus qui nuisent à la vie démocratique. Bon, quand je le dis comme ça s'auto-définit, on est un peu tranquille, et surtout je veux surtout être très clair sur le fait qu'il n'y a aucune intention de personne et en aucun cas de ma part de mettre fin aux fausses informations ou de mettre fin à des ingérences qui cherchent à induire en erreur certains. Enfin, déjà, on n'y arrivera pas, et en plus, ce n'est pas un objectif. Ça a toujours existé, même quand il n'y avait pas le numérique. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va essayer de poursuivre cet objectif de limiter la propagation des contenus qui nuisent à la vie démocratique. Et donc en particulier, pour cela, il y a besoin, et là je vais reprendre ma casquette d'ingénieur, il y a besoin de bien comprendre les logiques algorithmiques qui se cachent derrière les réseaux sociaux. On a cité personne. Bon, je cite Facebook, Twitter, etc. Là-dessus. Et donc je note 3 logiques algorithmiques qu'on va essayer de détailler pour voir le genre d'outils qu'on peut utiliser derrière. La première, c'est la logique dont vous avez une bonne intuition, qui est comment l'algorithme décide de l'ordre dans lequel je vois les informations et de la fréquence à laquelle je vais revoir un certain type d'informations. Donc ça, c'est la qualité ou l'objectif principal des algorithmes. Et on se rend compte assez vite que tous, d'ailleurs, Facebook, Twitter, etc., vont plutôt favoriser des contenus qui sont capables d'attirer facilement l'attention, de maintenir l'attention, donc de favoriser le placement de produits, de publicité, etc., parce qu'il y a une logique de profit là derrière. On l'a dit rapidement au début, il y a 2 moteurs principaux de la désinformation. Le premier, c'est le profit, le fait de gagner de l'argent grâce à ça. Et le deuxième, c'est la compétition stratégique entre les pays. Voilà. Donc, ces algorithmes favorisant les contenus capables d'attirer l'attention, ils vont, et ça a été prouvé, plutôt favoriser les contenus indignés, les contenus qui contiennent de la colère, par rapport aux contenus qui sont plutôt dans la tempérance et dans l'approbation globalement. Ça a des conséquences importantes, parce que ça veut dire que l'algorithme, ce faisant, il va plutôt favoriser les conflits et la polarisation plutôt que le débat et le consensus. Et je pense que c'est un point qui est super important. Donc voir comment on peut lutter contre ça. Le deuxième, j'emploie le mot biais, mais la deuxième caractéristique des algorithmes utilisés dans les réseaux sociaux, c'est le calibrage social. On va avoir tendance à être catégorisé et à ne voir des contenus que d'une certaine catégorie sociale de population. Et ça, c'est un effet négatif majeur, c'est que ça va complètement altérer notre perception de la représentativité. On est noyé d'une quantité d'informations qui n'est pas la même qu'un autre individu ailleurs dans le monde. Et donc, comme on voit beaucoup de contenu, on imagine que c'est représentatif, alors que ça ne l'est pas du tout. Ça nuit également à notre altération de la perception de la popularité de certains sujets. On peut croire que certains sujets sont extrêmement populaires, alors même qu'ils ne le sont pas à l'échelle globalement de la plateforme. Pour donner quelques exemples, les 3 exemples principaux qu'on utilise pour dénoncer ces biais-là, c'est le climat, c'est ce qui s'est passé avec le Covid et les campagnes pro ou anti-vaccins, et enfin les critiques envers les institutions, globalement. Donc là, je vais prendre l'objectif plutôt, en l'occurrence, du climat. Quand on recherche sur les réseaux sociaux des informations à propos du climat, on a une majorité de
contenu climato-sceptique. Voilà, c'est une réalité, alors même que dans la population, ce n'est pas une majorité des opinions là-dessus. Il y a un autre défaut aussi de ce calibrage social, c'est que ça va renforcer une qualité naturelle de l'être humain qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire il y a deux choses. On a plutôt tendance à croire les gens autour de nous. C'est noté comme étant une qualité. C'est d'ailleurs on distingue l'homme de l'animal par le fait qu'il est capable d'obtenir des informations de ses congénères. Et donc c'est comme ça qu'il se multiplie et crée une intelligence collective. Là, ça peut représenter un défaut dans ce cas-là, et notamment par ce biais de confirmation, dans le sens où autant dans le cercle autour de nous, on va avoir du mal à trouver quelqu'un qui est complètement d'accord avec nous ou à trouver une preuve d'une information qu'on imagine, alors que si on cherche dans les réseaux sociaux, je peux imaginer la chose la plus bête du monde, je vais trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi, et je vais même trouver probablement quelque chose qui ressemble à un article scientifique qui justifie ce que je suis en train de penser. Et donc, pour le coup, là, cette qualité de l'être humain d'avoir ce biais de confirmation, ça devient extrêmement dangereux, parce que je peux valider, en quelque sorte, à peu près toutes les pensées noires que je peux avoir sur différents sujets. Et la dernière caractéristique sur les algorithmes, c'est l'influence asymétrique et le fait qu'il y a une prévalence des discours extrêmes et minoritaires. Donc on rejoint aussi le biais de la représentativité que je disais tout à l'heure. J'en viens vite du coup aux outils. Comment on peut lutter finalement contre ça? Je vais donner quelques suggestions. La première, c'est tout ce qui est autour des contraintes qu'on peut imposer sur les designs des interfaces utilisateurs. Aujourd'hui, le design du fil, j'ai dit Twitter à chaque fois, on devrait dire X maintenant, est fait de telle manière à ce qu'on confonde, ou on confonde un peu trop facilement l'information de la publicité, d'autres sujets. Notamment l'Union européenne a commencé à réglementer sur ces sujets, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. C'est trop dangereux de mêler le divertissement et l'information. C'est justement ça, c'est des leviers de la crédulité, et c'est ce qui fait qu'on perd notre vigilance intellectuelle. Donc bien séparer ce qui relève de l'information de ce qui relève du divertissement. Et ça, on peut l'imposer sous forme de contrainte. Deuxièmement, c'est le biais de popularité. Donc le fait que tous les algorithmes soient basés sur des logiques commerciales aujourd'hui, une des possibilités, ce serait, et ça peut être utilisé, ou alors plutôt c'est les réseaux qui le décident par eux-mêmes pour l'instant, c'est d'interdire la monétisation de certains sujets. Pour se donner une bonne image, certains réseaux disent, voilà, on a décidé de ne plus monétiser tel sujet. Ils s'en servent même eux-mêmes parfois pour défendre des opinions politiques sur certains sujets, etc. Voilà, interdire la monétisation, mais pas les réseaux eux-mêmes qui le décident, mais par contre les États qui le décident, ça enlèverait déjà ce biais-là de l'aspect commercial. Il y a un point que je pense est important, et je crois qu'Inès le disait, c'était mettre en avant les compétences. Les réseaux sociaux, on est très souvent anonyme et on n'a pas de notion de quelle est la compétence ou la crédibilité de la personne qui est en train de parler. Mettre en avant quelles sont les compétences de la personne, ça peut être de nature à nous aider à prendre du recul. Et enfin, il y a un dernier point, c'est toutes les technologies ou les astuces qui nous permettraient de favoriser le dialogue, de mieux référencer les contenus, mieux refléter l'état des connaissances en permanence vis-à-vis des différents contenus qui sont publiés. Et là, il y a une technologie que je trouve très intéressante mais mal utilisée aujourd'hui, c'est la fonctionnalité Notes de X. X a mis en place une fonctionnalité, vous le voyez probablement sur certains des tweets que vous avez pu voir, où la communauté, avec des guillemets, et on ne sait pas trop qui, dénonce le contenu comme étant de la désinformation, comme étant un contenu publicitaire caché, ou comme étant finalement la vidéo d'un jeu qui ne reflète pas exactement la réalité du jeu si on le télécharge pour de vrai, etc. Je pense que vous avez tous vu, ça s'appelle la fonctionnalité Notes. Je pense que c'est ce genre de technologie, le fait d'imposer à tous les réseaux, le fait d'avoir
cette prise de hauteur ou prise de recul vis-à-vis du contenu qui a été publié et quelles sont les manières automatiques de pouvoir dénoncer tel ou tel sujet en faisant prendre du recul à la personne qui le lit, je pense que c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas une bonne idée si c'est X qui décide lui-même de quelle est la communauté qui décide de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien ou de la prise de recul qu'il y a à faire. Voilà, il peut y avoir de la méta-manipulation par rapport à ces sujets-là. Par contre, si cette communauté est, je ne devrais pas dire étatisée, mais contrôlée ou suffisamment indépendante des réseaux, je pense que c'est une bonne technologie à investiguer pour nous aider tous à reprendre notre vigilance intellectuelle et le contrôle sur ce qu'on est en train de lire, quoi. Oui, en effet, il y a plusieurs choses qui ont été dites par David qui me font réagir. Effectivement, l'action par le design des plateformes, c'est ce qui permettrait d'être proactif, c'est-à-dire d'agir avant la manipulation d'informations. Je reviendrai dessus, le fait d'agir avant est toujours de toute façon plus efficace que la réaction. Bien vu pour effectivement le risque de la méta-manipulation, c'est-à-dire la manipulation, alors rien à voir avec la plateforme méta, hein, c'est-à-dire la manipulation de la contre-manipulation. On met en place des outils, ça peut être des notes de communauté, mais ça peut être aussi d'autres outils, par exemple les outils de contrôle de la publicité politique. Eh bien, on sait que la diplomatie numérique française a eu beaucoup de mal à obtenir des rapports fiables de Facebook à l'époque sur l'utilisation des publicités politiques. Et donc là, il y avait vraiment cette notion de métamanipulation, c'est-à-dire que l'outil mis en place pour essayer de contrôler les manipulations était lui-même un objet de manipulation. Un peu comme une fausse publication scientifique ou une fausse page Wikipédia. Donc, effectivement, comment faire dans ce cas pour pouvoir garder le contrôle? Alors, pas garder le contrôle au sens contrôler l'information, vous avez compris, mais garder le contrôle au sens de savoir ce qui se passe. C'est de la data, c'est de la donnée. Parce qu'effectivement, les veilleurs, les analystes ne verront que ce que la plateforme daigne bien imprimer sur leur rétine. En revanche, savoir exactement quelles sont les lignes de force, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se joue derrière comme rapport de force dans la dissémination d'une fake news, ça c'est de la data. Est-ce qu'on est mature là-dessus? Non. Mais est-ce qu'on y avance? Oui. Est-ce qu'on avance sur ce chemin-là? Ça c'est certain. C'est certain parce que de plus en plus on s'ouvre à différents types d'outils apportés par les industriels, et ça c'est pas les armées qui vont l'apporter, c'est pas des acteurs étatiques, ça vient forcément du monde économique parce que il faut pouvoir challenger un autre acteur économique, donc c'est ce langage-là qu'il faut utiliser. Et c'est la data et les outils des partenaires industriels qui nous permettent de sortir le nez du guidon, de sortir le nez du smartphone pour regarder ce qui se joue effectivement derrière. Et pourquoi c'est important? Parce que, effectivement, et là je reviens au début de votre propos, le rapport de force est inversé, tout simplement. Alors là, je prends la traduction militaire. On apprend tout petit aux écoles d'officiers que lorsque l'on attaque une position, eh bien, il faut déployer plus de moyens militaires que lorsqu'on la défend. J'attaque une position, il y a besoin de plus de chars, plus de canons, etc., que si je dois la défendre parce que l'adversaire qui défend, il tient déjà la position et il a donc une force structurelle, il y a une espèce d'inertie qui lui permet de consolider sa position. Il a besoin de moins de moyens pour défendre que pour attaquer. Eh bien ici, dans la lutte informationnelle, il y a un gros changement culturel parce que ce rapport de force est inversé. Il y a besoin de beaucoup moins de moyens pour attaquer que pour défendre. C'est-à-dire que je peux lancer une fake news complètement stupide, effectivement, la Terre a la forme d'un donut. Je suis sûr que je pourrais trouver des gens qui partagent cette opinion-là. Ce sera intéressant d'ailleurs. Et bien, ça c'est très facile, ça ne demande pas du tout de moyens. Mais en revanche, pour pouvoir le contrer, si jamais je prends appui sur une fracture sociale ou si jamais je prends appui sur quelque chose qui est déjà là, une émotion négative, ça va demander énormément de moyens pour contrer ça. C'est pourquoi les réponses et l'option de réponse qui ne s'attaquent qu'aux problèmes rationnels n'adressent qu'une partie du problème. Il faut aussi savoir adresser l'ensemble des problèmes, c'est-à-dire quels sont les biais émotionnels qui ont été mobilisés pour pouvoir diffuser la fake news. Voilà. Donc,
Donc voilà tout ce que, effectivement, ça m'inspirait. La réponse est forcément globale. Et effectivement, on ne peut pas l'adresser tout seul sans un partenariat industriel. Voire même lutter contre, ça peut avoir un effet négatif si c'est utilisé encore par l'État étranger, en l'occurrence contre ou pour dénoncer une tentative effectivement de la France de contrer une information, ou etc. Donc c'est aussi pervers, il faut bien mesurer ça. On n'a peut-être pas suffisamment parlé de pourquoi c'est important d'agir avant et pas après. Bon, vous l'avez dit, pourquoi après c'est trop tard. Il y a un autre effet, et là il y a des études, beaucoup d'études sérieuses qui le prouvent. Quand bien même on arrive à discerner une fausse information, on est influencé quand même. La plupart des personnes avec un background scientifique sont capables de comprendre l'intérêt de la vaccination pour lutter contre une épidémie mondiale ou une pandémie. Ces mêmes esprits-là, s'ils sont soumis à des fausses informations sur la qualité du vaccin, tout en sachant pertinemment que c'est une fausse information, vont être influencés. Donc je ne vais pas dire que la majorité des personnes va moins se vacciner, etc., mais il a été prouvé que sur une même population avec un même background scientifique, le fait d'être soumis à des fausses informations, quand bien même ils le savent, ça diminuait de 10% le taux de vaccination de ces personnes-là. Donc en fait, finalement, c'est souvent trop tard d'agir après, même si on est conscient et même si finalement, grâce à l'État, on a pu comprendre qu'en fait c'était une manipulation, bah, c'est déjà trop tard. Ça a un effet de toute façon, et ça, c'est assez effroyable, quoi. Si vous voulez réagir et surtout nous ouvrir quelques champs un peu différents avant qu'on laisse la parole à Nassan. Oui, pardon. Okay. Ça va être rapide. Je voulais parler justement pour revenir sur ça, sur l'agilité de l'État français, parce qu'on le voit aujourd'hui, les technologies évoluent dans un temps très très court, les réseaux sociaux aussi, et forcément un outil peut être assez caduc rapidement. Et dans ce prisme-là, comment l'État français, qui est par nature une institution assez lente, assez lourde, comment l'État français peut-il, enfin l'État français et les États en général, peut-il devenir agile en fait face à ces changements nouveaux de menaces? Et puis je voulais aussi revenir de manière plus générale sur le financement de tout ça, le financement de la cybercriminalité en général, parce que on a parlé de savoir-faire technique, mais c'est aussi la source en fait de tout ça. Et on voit que la cybercriminalité s'organise. On peut acheter une attaque facilement, d'influence peut-être aussi. Comment contrer tout ça? Et on pourrait se demander quel est le rôle de l'État français pour promouvoir les PME, pour promouvoir les sociétés, les startups, pour développer des nouveaux outils pour contrer ces nouvelles techniques d'influence. Et voilà. Oui, voilà. Souple, félin et manœuvrier. Exactement. Voilà. Même culture. Oui, mais en fait, non. Effectivement, on n'est pas si souple, on n'est pas si félin et on n'est pas si manœuvrier. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les différentes fonctions de l'État sont des fonctions qui sont très contrôlées, très encadrées. C'est très bien quand on a une démocratie et quand on est un État mature. Je prends par exemple la fonction du renseignement, qui est une des fonctions certainement les plus contrôlées de l'État. Alors tout ça, évidemment, ça contraint un petit peu la souplesse et puis l'agilité. Et c'est normal. Alors, pour essayer de sortir de ça, pour revenir ensuite sur la question, comment dire, voilà, j'introduis une petite notion de différence entre la connaissance et l'intelligence. Je m'intéresse à ce qui se passe devant, la cible, l'adversaire, les attaques, ça c'est de la connaissance. Je m'appuie sur le renseignement, je partage des informations. On parlait du thème du partage tout à l'heure avec les différents membres de la communauté de lutte contre les manipulations d'informations. Tout ça c'est de la connaissance. Ça devient de l'intelligence si à cette connaissance, j'ajoute aussi la connaissance de ce qui se passe de mon côté, c'est-à-dire les outils, les leviers administratifs, militaires, etc., qui sont actionnables, l'aspect légal et tout ça. Là, à ce moment-là, ça devient vraiment de l'intelligence.
Et à ce moment-là, je peux faire quelque chose. Et donc, ça veut dire, là je reviens dessus, que les outils qu'on doit utiliser, eh bien, structurellement, ils ne peuvent pas embrasser tout ça. Ils doivent apporter des briques de connaissances, chacun. Ils peuvent être interchangeables. Ils doivent pouvoir évoluer avec les évolutions de l'algorithmie, les évolutions des conditions générales d'utilisation des plateformes, les évolutions, etc. Et puis nous, on connaît les évolutions légales, on connaît les objectifs opérationnels assignés par le ComCyber ou assignés par d'autres. Donc ça veut dire que si on veut être agile, la plateforme technique, la plateforme qui agglomère les technos pour lutter contre les manipulations d'information, pour mon domaine militaire, la plateforme, c'est nous. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à un industriel pour nous fournir une plateforme qui fait tout. On doit rester la plateforme parce que nous, pour le coup, on est les seuls à avoir l'intention, à avoir l'objectif qui est parfois changeant et qui est aussi très complexe. Enfin voilà, désigner l'objectif, c'est déjà une science assez complexe. Et donc la plateforme, c'est nous. Et donc, on doit se constituer comme une plateforme d'intégration des différentes technos et qui nous permet effectivement de pouvoir ensuite animer, stimuler les partenaires industriels, des acteurs économiques. Et c'est aussi une des fonctions du commandant de la cyberdéfense, du ComCyber, et puis du pôle d'excellence cyber, tout simplement. J'ai deux petites réactions. J'espère que je n'en ai pas oublié une des deux. Non, c'est bon, j'ai les deux. Donc le premier, c'est sur l'agilité. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de la judiciarisation et on n'a pas parce que je pense que c'est un mauvais outil et d'ailleurs personne n'imagine l'utiliser. On ne va pas porter plainte contre une manipulation de l'information. Ça ne sert à rien de savoir 2 ans plus tard qu'on a été manipulé. En général, c'est trop tard, les acteurs n'existent plus, etc. Et l'effet a eu lieu. Donc, ce n'est pas un outil qui est utilisé généralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de lutter. On les a évoqués. Maintenant, sur les outils industriels, effectivement, à Soprasteria, on pense, et depuis le début, qu'il n'y aura jamais une plateforme créée par un industriel, et surtout pas Soprasteria, qui en entrée prend les réseaux sociaux et en sortie dit quelles sont les manipulations et il faut appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Donc ça n'arrivera jamais, heureusement. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais effectivement, c'est un domaine qui est très challengeant en termes d'ingénierie, en particulier d'ingénierie logicielle, parce que c'est extrêmement mouvant. Vous avez cité, mon colonel, les conditions générales d'utilisation des réseaux qui évoluent très vite et en permanence, finalement, les connecteurs d'entrée de ces systèmes-là, il faut les faire évoluer. Et ils évoluent tellement vite par rapport au reste du système qu'en fait, ils sont en dehors de ce système-là. Et reste à créer finalement la chaîne de traitement qui, elle, est dans le temps long et apporte... qui permet de capitaliser, je vais y arriver, les savoir-faire qu'on a acquis dans le pays et apporter une valeur aux officiers traitants qui peuvent consulter, aller chercher l'information, vérifier si elle répond à certaines des caractéristiques qui, elles, sont le fruit de l'intelligence et ne sont pas des données qui sont fournies par la plateforme. Voilà. Donc c'est effectivement en termes de positionnement de la technologie et des systèmes sous-jacents, c'est une question extrêmement intéressante pour pas dépenser de l'argent public à quelque chose qui est éphémère et qui sera jeté trop facilement ou trop rapidement. Eh bien, un grand merci à nos intervenants pour ces échanges particulièrement riches. Donc, je me permets de laisser la parole à la salle si vous avez des questions. Voilà, je pense qu'on peut en profiter. Il nous reste 10 minutes pour les questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Merci, mon général, mon colonel, messieurs, dames. J'avais une question. Alors, mon général, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est ma génération, par rapport à la vôtre, nous avons perdu quelque chose. C'est nous sommes incapables de nous repérer dans l'espace. L'homme est une super machine évolutive. Google Maps nous indique tout. Je pense que vous avez fait l'expérience avec vos enfants ou vos petits-enfants peut-être. C'est va à la boulangerie, attends, je sors mon téléphone. Donc, en fait, est-ce que pour l'information, c'est plus ou moins la même chose? Le fait d'avoir l'information immédiatement disponible fait que notre zone, nous évoluons et nous ne cherchons plus en fait, à rechercher l'information. Et donc, au-delà de la simple formation à la technologie,
qui en fait est une technologie comme une autre. Ce n'est pas une formation à l'esprit critique qu'il faudrait avoir. Formation qui est difficile parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'esprit critique. Donc je vous rejoins sur la fonctionnalité note. Est-ce que d'un point de vue technique, les réglementations ne devraient pas imposer en fait ce devoir de mise en abîme du contenu qui est proposé, laisser les gens compétents mettre en place des contre-discours sur la fonctionnalité note, mais je les passe. Et donc en fait rendre ces fonctionnalités de contre-discours obligatoires sur les plateformes. Après, les modalités restent à définir. En open source, c'est toujours mieux. Et je voulais marquer un point de difficulté. Vous avez dit, nous ne sommes pas le ministère de la vérité. Pour autant, on a un devoir de vérité. Et même quand on raconte des histoires, de toujours mentionner qu'on raconte avec un point de vue. Le point de vue des armées françaises ne sera pas forcément le point de vue des armées mexicaines ou autres, même pour l'État. Et typiquement, c'est en termes de presse, quand on couvre des conflits, quand on couvre des zones où il y a de la guerre informationnelle qui est importante, typiquement, sans vouloir marquer des avis, sur le conflit qu'il y a en Israël, on entend beaucoup parler des victimes civiles qu'il y a en Palestine. Je n'ai trouvé aucun article qui me parlait des morts combattantes du côté palestinien. Donc sur les contre-discours, quand on a un devoir de vérité, je pense que autant on n'est pas le ministère de la vérité, autant on doit dire la vérité en précisant que c'est la nôtre. Oui, merci pour cette question. Ces questions, il y a trois questions. Oui, le devoir de vérité, évidemment. Évidemment. Et de toute façon, si on mentait, si on distribuait nous-mêmes des fake news, on serait plus crédible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels on ne risque pas grand-chose en matière de réputation lorsqu'on ment. Bon. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Donc le risque est gros. Dans la balance d'intérêt, ça pèse largement en défaveur des fake news. C'est pourquoi lorsque Florence Parly en 2021, il y a quelques années, avait publié les éléments de doctrine L2I de l'armée française, sans doute un des premiers pays de l'OCDE qui annonce clairement qu'il va faire de la lutte informatique d'influence, c'était aussi pour fixer ces lignes rouges. Alors bien sûr, on utilise la ruse de guerre, comme tous les outils militaires, mais pas la perfidie. Voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de ça, il y a une grosse différence entre la ruse de guerre et la perfidie. Alors, par exemple, je peux camoufler un véhicule de combat, c'est une ruse, mais mettre une croix rouge sur ce véhicule pour faire croire que c'est une ambulance, ça c'est une perfidie. Là, à ce moment-là, on contredit le droit de la guerre. Et bien, c'est la même chose en matière de lutte informationnelle. Hors de question de distribuer des fake news qui cibleraient par exemple des opinions publiques, des fake news sur, je ne sais pas moi, un sujet d'hygiène, de santé publique, etc. Et puis sinon d'interférer dans un processus démocratique. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans la doctrine. Tout ça, ce sont des éléments qui sont contraignants. Il est évident que nos ennemis ne se fixent pas du tout ces barrières-là. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Ça nous contraint, mais en même temps, ça permet de préserver un précaré de liberté à l'intérieur de notre pays qui, au final, collectivement, nous rend plus forts. Que je sache, il n'y a pas beaucoup de dissidents qui s'enfuient de France pour aller chez l'ennemi, donc c'est plutôt l'inverse. Donc pour l'instant, ça marche. Ça, c'est effectivement ce devoir de vérité, complètement d'accord. Ensuite, sur l'affaire d'orientation, alors là, je suis obligé de répondre parce que comme je suis cavalier et que normalement on est censé être vraiment nul en orientation, les cavaliers, parce qu'on part partout très vite, tout ça. Oui, effectivement. On a un flot d'informations, on subit un flot d'informations et donc on a l'impression d'avoir l'information immédiate. Elle n'est pas du tout immédiate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que l'on voit sur l'écran de nos smartphones, c'est ce que l'algorithme des plateformes veut bien nous donner à voir. Donc ça n'est pas l'information que nous cherchons. Ça, c'est une impression immédiate. Et donc on doit lutter contre ça, y compris en interne, y compris au sein de la communauté des opérations, pour aller chercher la data derrière, pour aller chercher les lignes de force qui sont réelles et qui ne sont pas celles que l'on nous donne à voir, qui sont faites pour agir sur les émotions. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc effectivement, ce flot d'informations nécessite une très très grande discipline de notre côté pour essayer de ne pas tomber dans le panneau, de ne pas faire le jeu de la propagande de l'adversaire, précisément.
Je vais juste quelques éléments déjà sur les deux vérités. À aucun moment on a parlé effectivement de donner des informations ou des contre-informations. C'est pas un jeu de la vérité de la France contre la vérité d'un autre pays. Le mot vérité d'ailleurs dans ce sens-là est dévoyé, parce que faire ça, c'est faire le jeu de la polarité et on peut pas le gagner. Voilà. Et ça met au même niveau par rapport à la désinformation. C'est le jeu d'une information qui est fausse contre des faits et une méthode scientifique pour le prouver. C'est pas du tout, on n'est pas sur le même champ. Maintenant, sur les difficultés qu'on a, et on l'a abordé tout à l'heure face à la dérégulation du marché de l'info, qui met à mal notre vigilance intellectuelle, donc notre capacité de s'orienter, comme vous le disiez. Donc ça, on l'a suffisamment dit. Mais il y a une statistique qui est intéressante, qui date maintenant d'il y a 2 ans. Donc j'imagine que c'est pire aujourd'hui. Il y a 75% des contenus qu'on lit qui ne sont pas des contenus qu'on a demandés. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui avons cherché à obtenir cette information, c'est cette information qui nous est poussée par l'algorithme, comme le disait le colonel tout à l'heure. 75% pour voir quelle est l'influence de ces algorithmes-là sur la quantité d'informations qu'on ingère tous les jours. C'est assez effarant, et tout cela étant un marché complètement dérégulé aujourd'hui. Voilà. Oui, bonjour. Sur l'algorithme, il me semble quand même que dans la presse écrite ou dans les médias avant, il y avait quand même des algorithmes, c'était la ligne éditoriale, et on absorbait du contenu qui était choisi par les éditeurs, et on était d'accord avec ça. Simplement, il y avait une éthique derrière, ce qui m'amène à réfléchir à cette logique d'éthique. Je pense qu'on est tous au courant que Sam Altman a été limogé d'OpenAI il y a quelques jours, et que ça anime un peu notre communauté. Et qu'il y avait une modalité un peu particulière, c'était une société à but non lucratif, néanmoins quand même avec des milliards dedans, une valorisation, donc un modèle quand même un petit peu chimérique presque. Et quand vous parlez de notes et de X tout à l'heure, je me rappelle, il me semble que c'était à la conférence Viginum l'année dernière, on avait discuté d'un exemple finalement de contenu très bien modéré, ou en tout cas qui semble très bien modéré, c'est Wikipédia. Alors on est d'accord sur le fait que c'est pas modéré en temps réel, enfin qu'en tout cas c'est pas aussi réactif qu'on pourrait l'espérer. Néanmoins, on aboutit quand même à une forme de consensus sur le contenu de Wikipédia qui fait que, après tout, les controverses et les polémiques sont relativement, passent en tout cas au travers du dispositif, et qu'à un moment il y a quand même une forme de consensus, même sur des sujets qui sont particulièrement délicats, comme le conflit israélo-palestinien. Et donc, c'est intéressant de voir qu'une dynamique qui serait complètement non-profit, comme la Wikipédia, peut fonctionner en fait pour arriver à trouver du consensus, alors qu'on a beaucoup plus de difficultés à le faire dans des contextes qui, là, pour le coup, sont plutôt drivés par le marché. Et c'est là où on peut se demander si effectivement les États n'ont pas, et c'est sûrement une tendance, ou en tout cas une lutte qu'il va y avoir pour arriver à créer les conditions pour que certains outils soient fondamentalement non-profit. Open source, vous disiez tout à l'heure, mais enfin, de manière générale, qu'on puisse arriver à trouver des logiques de gouvernance qui nous permettent sur ces contenus-là d'arriver à avoir une forme de gouvernance de l'information qui rejoint l'éthique de la ligne éditoriale d'un journal, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, voilà, parce que c'est comme ça, et qu'on a une carte de presse, et que c'est un peu comme un serment d'Hippocrate. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il me semble que là, il y a quelque chose, responsabilité des États, et ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je commence peut-être sur la première partie, même si j'ai un avis sur tous les sujets, mais je vais essayer de laisser la parole à Inès et au colonel. Donc déjà, il y a un point qui est extrêmement intéressant sur comment ça se passait avant. Donc avant, j'étais dans ma petite maison dans la campagne, et je recevais le journal Le Monde tous les soirs, ou peu importe, n'importe quel autre journal. Et donc on peut considérer comme un progrès le fait que le gars qui toute sa vie n'a lu que le journal Le Monde, donc avait une source d'information qui était unique, peut-être biaisée, etc. Internet a apporté un progrès extraordinaire par la diversité des informations. Il peut aller voir tous les articles de tous les journaux, etc., tant qu'ils sont gratuits. En fait, ça, c'est faux. On pourrait penser que ça a amené une diversité, mais en fait, c'est faux, parce que les études montrent
que quand bien même on pourrait accéder à une diversité de tout un tas de choses, en fait, on n'y accède pas dans la réalité. Et là où on pourrait dire, le gars qui lisait Le Monde, au moins il lisait Le Monde, il lisait l'intégralité des articles du journal qu'il avait papier, il voyait différents sujets, différents points de vue. Aujourd'hui, avec les réseaux, les algorithmes des réseaux, il va voir toujours la même chose et toujours le point de vue. Là, on pourrait penser qu'il y a plus de diversité. En fait, on est enfermé dans notre cercle de réflexion. Et je pense qu'il faut être très vigilant à ça. C'est un faux espoir que nous a amené Internet. Et en fait, on ne le constate pas dans la réalité de ce qu'on consulte tous les jours. Je vais finir vite sur Wikipédia et le modèle de Wikipédia. Effectivement, c'est un modèle qui favorise le consensus. Et on voit que quand il y a consensus et débat, en tout cas, de mon point de vue, c'est positif et intéressant. Wikipédia, il y a une politique de modération qui est extrêmement forte. Mais cette modération, elle est dans le sens de certaines valeurs. Regardez, prenez n'importe quel article de Wikipédia et regardez l'historique des modifications et de toutes les discussions qui ont lieu sur comment aboutir à un consensus sur le contenu de l'article, etc. C'est extrêmement intéressant et c'est un modèle qui effectivement mériterait d'être utilisé, mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Là, vraiment, l'objectif est d'arriver sur un consensus d'une encyclopédie en ligne, alors même que les discussions sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on modère ou est-ce qu'on ne modère pas ? C'est effectivement une très bonne question. Moi, je voulais juste rajouter un petit point sur Wikipédia, un petit point qui est un peu annexe, mais en même temps qui est important, c'est que j'ai plus le chiffre, le pourcentage exact en tête, mais la majorité des contenus écrits sur Wikipédia sont écrits par des hommes. C'est juste important de le rappeler, alors que, rappelons-nous, on est 50% d'hommes et 50% de femmes sur Terre. Donc voilà, c'est juste pour rappeler, oui, on arrive à un consensus, mais qui sont les auteurs aussi, c'est important de le redire. Non. Effectivement, ce que vous avez dit me rappelle que lorsqu'on regarde les commentaires qui suivent et qui amplifient et qui animent un peu les communautés militantes autour de fake news qui essaient de contrecarrer les opérations militaires françaises, ces commentaires passent presque tous, lorsque l'on oppose par exemple un article de presse ou des choses comme ça, par la mise en doute des médias mainstream, voilà. Alors la France dispose de médias publics, mais qui ne sont pas des médias d'État. Il n'y a pas de presse d'État en France chargée officiellement de soutenir la propagande du gouvernement ou de choses comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche économiquement. C'est une différence. Ceci dit, cette critique contre les médias classiques, effectivement, elle est ancienne, elle est vieille et elle fait partie des triggers qui ont amené la situation actuelle. Et ça, effectivement, on peut opposer effectivement la déontologie d'un côté et puis l'absence de contrôle de l'autre, mais enfin, même là où il y avait de la déontologie, c'est aussi critiqué par une partie, en tout cas ce qu'on observe nous, dans les fils de commentaires, etc. Voilà. Donc après, les conclusions derrière ne m'appartiennent pas, puis c'est pas mon métier, etc. Mais de fait, c'est quelque chose qu'on observe. Et ensuite, l'autre point, c'est effectivement ce partenariat avec comment dire, une sorte de crowdfunding, les forces vives de la société civile, des gens qui tout simplement sont des citoyens qui veulent signaler les fake news, qui veulent faire les choses comme ça. Alors là, cette fois-ci, je reprends les paroles de Henri Verdier, d'ambassadeur pour le numérique. Et donc la diplomatie numérique est absente ici, mais qui est un acteur essentiel dans le domaine. Et il disait on n'a pas trop de mal encore à faire des partenariats public-privé avec modulo toutes parfois les barrières administratives, les choses comme ça, dont on a parlé au début. Mais alors en revanche, le partenariat public-open, ça c'est vraiment très très compliqué. C'est dans quel cadre on peut faire travailler en open source des gens qui tout simplement sont de bonne volonté, tout simplement veulent lutter contre les fake news, etc. L'idée c'est de ne pas effectivement intoxiquer les bonnes volontés qui peuvent venir de la société civile. Donc effectivement c'est une question qui est globale et qui touche aussi d'autres organes de l'État.
Alors, on a théoriquement dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'est midi, c'est l'heure de la gourmandise, donc on peut s'offrir une ultime question, s'il y en a une. Ah, il y en a une au fond, là-bas, je vous en prie. Bonjour, excusez-moi, j'ai deux petites questions très simples. Une, c'est concernant la maîtrise de la data. Donc, vous avez parlé d'information, donc derrière l'information, il y a la donnée. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que fait l'Europe et principalement la France, notamment face aux Américains qui, eux, ont bien compris depuis longtemps que maîtriser la data, c'était sûrement maîtriser l'information. Donc ça, c'est la première question. Que fait l'Europe et la France pour maîtriser ces données? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez anticipé l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle, sur la maîtrise de l'information? Si je puis me permettre, peut-être que dans la salle, on a une excellente réponse venant d'une juriste. Donc, je ne sais pas, Sandrine, vous voulez prendre éventuellement? Hop là. Oui. Oui, bonjour. Donc, Sandrine Turgis, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes et en même temps aussi chercheur à Saint-Cyr-Coët-Quidan. Donc, pour les réponses il y a des réponses nationales et il y a des réponses côté Europe, si on se limite à ce moment-là, parce qu'on a des initiatives côté ONU, mais il faut que ça attende. Enfin, voilà, il y a le temps de maturation important. Donc, côté Europe, on a des réponses côté Union européenne, notamment le Digital Services Act, qui fixe des obligations de modération des contenus pour les grandes plateformes et tous les intermédiaires, avec la nécessité, comme on vient de le dire, de trouver le point d'équilibre, le curseur entre la protection de la liberté d'information et la lutte justement contre ces manipulations d'informations. Alors, on parlait tout à l'heure de la déontologie journalistique. C'est vrai que c'est sur le fondement en fait, de la liberté d'information qu'on a, quand on est un média, un certain nombre d'obligations. Et ces obligations, elles sont parfois transposées pour les médias numériques jusqu'à un certain point. Alors, vous évoquiez la judicialisation. On va la retrouver avec, on l'a déjà, mais limité, forcément. On ne peut pas contrôler et venir tout reporter devant le juge. Mais avec le DSA, on va avoir encore plus de possibilités d'avoir un accès aux droits et aux juges ultérieurs. Et pour l'intelligence artificielle, il y a là aussi des initiatives côté Union européenne. Donc, il y a un projet de règlement sur l'intelligence artificielle qui fixe en fait un cadre de l'intelligence artificielle par rapport à une notion de risque, avec des intelligences artificielles et des usages qu'on ne veut pas du tout voir, ce qui correspond notamment au crédit social chinois. Ça ne sera pas déployé dans le cadre de l'Union européenne. Et puis après, des intelligences artificielles à haut risque qui seront fortement encadrées et à risque modéré. On n'en a aucune qui est à aucun risque, en fait, dans la proposition. Et juste un dernier mot pour dire qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il y a le Conseil de l'Europe, qui est cette organisation internationale qui a son siège à Strasbourg, qui là aussi traite donc, de l'intelligence artificielle et des droits de l'homme. Il va y avoir une convention qui est pensée en se disant que, et c'est ce qu'on vient de voir aussi, c'est que peut-être que nos conventions et nos droits de l'homme doivent être repensés à l'aune de ces nouvelles tensions et difficultés. Voilà. Merci de m'avoir permis de prendre la parole. J'espère avoir éclairé ces thématiques. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, le temps, on a même dépassé le temps qui nous est imparti, signe de l'intérêt du sujet. Donc, je vais conclure en quelques mots pour dire, d'abord pour remercier nos intervenants, voilà, David, Inès et Benoît, pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par le livre blanc du pôle d'excellence cyber sur les manipulations de l'information, il est téléchargeable sur le site de ce même PEC. Alors, quelques mots. Je retiens de ces interventions. D'abord, je pense qu'il faut être assez fondamentalement optimiste. En dépit de la dureté du contexte, on voit qu'il y a à la fois, quels que soient les domaines, venant de la jeunesse, de la technologie, des militaires qui sont nos éclaireurs, il y a quand même des pistes qui sont très prometteuses. La deuxième chose, c'est qu'on a sans doute une capacité de réflexion à développer sur ces sujets, sans doute pour aider un peu ce qu'on appelle, nous, nos anges gardiens informationnels. C'est un peu aussi ce qu'on veut faire chez Soprasteria avec l'appui du pôle d'excellence cyber, monter une espèce de structure qui réfléchit à ces sujets. Moi, je remercie au travers de cette conférence ce que j'appelle nos anges gardiens informationnels, qu'ils soient des diplomates, des policiers, des gendarmes, des militaires des trois armées ou des juristes. Je crois qu'on n'oublie jamais que finalement, on parle de ces sujets, mais au moment où on parle, il y a quand même des gens qui le vivent vraiment. C'est-à-dire que dans les sous-sols de Ballard, il y a quand même des types qui font face aux attaques informationnelles, qui les traitent. Il y en a d'autres au Quai d'Orsay qui font la même chose. Et puis sur les théâtres d'opération, il y a des gens effectivement qui ont quelquefois pas à manger parce que du coup, il y a des types qui ont fait croire aux Nigériens que les Français c'était les amis des djihadistes. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Quelquefois, vous avez des Français qui sont déployés en opération, qui subissent de plein fouet, ces Français qui sont nos enfants, nos cousins, nos frères, nos sœurs, qui subissent concrètement les résultats de ces attaques informationnelles.
Ensuite, je remercie le PEC pour sa capacité un peu qu'on appelle la fusion des meilleurs, qui montre ici, c'est l'organisateur du salon, mais ça réunit quand même aussi un peu la crème et un peu l'intelligence qui se traite ces sujets en France. Donc on peut vraiment les remercier de cette action permanente. Et puis en fait, en la personne d'Inès, moi je souligne toujours la force de la jeunesse, c'est notre espoir pour demain. En fait, c'est eux qui vont traiter les sujets. Nous, finalement, au bout d'un moment, on va leur passer le relais, puisque notre âge avance, mais c'est la génération montante qui est tout à fait capable, via notre écosystème de formation et de recherche, de proposer des initiatives adaptées pour faire face à la menace. En particulier à la menace du crime organisé, vous avez évoqué. On n'est pas revenu dessus. Moi, je reste persuadé que sur ces sujets-là, évidemment, on ne traitera jamais le problème, puisque le crime, il est présent partout. Mais en tout cas, n'oublions pas quand même que pour traiter ce sujet, d'abord, comme me disait un de mes chefs, on ne va pas transformer le monde, mais par contre, ce qu'on a à faire autour de nous, il faut le faire du mieux qu'on peut. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une bonne pratique en matière de lutte contre la manipulation de l'information. Ça, je ne vais pas traiter toutes les désinformations qui passent. En revanche, tout ce que je peux faire à mon niveau pour établir une forme de choses qui soit vraie, c'est bien, en n'oubliant jamais que ce qui permet le mal, c'est toujours l'inaction des gens de bien. Donc dans cette salle, il n'y avait que des gens de bien, donc n'oublions pas de passer à l'action. Voilà, merci beaucoup.